Imagine que tu inventes quelque chose qui change la vie de 400 millions de personnes. Quelque chose qui permet à une mère sénégalaise de voir le visage de son fils étudiant à Paris, pour la première fois, gratuitement. Quelque chose qui transforme les appels internationaux d'un luxe réservé aux riches en quelque chose d'accessible à tout le monde. Tu passes 10 ans à construire cet empire. Tu attires les plus grands groupes technologiques de la planète. L'un d'eux sort 8 milliards 500 millions de dollars pour t'acheter. Et 10 ans plus tard, ce même groupe crée un produit concurrent pour te remplacer, en silence, sans jamais t'annoncer officiellement ta propre mort. Le 5 mai 2025, Skype est mort. Et personne n'a pleuré, parce que tout le monde avait déjà oublié qu'il existait. C'est ça, la vraie tragédie de cette histoire. Ce n'est pas une faillite spectaculaire. Ce n'est pas un scandale retentissant. C'est pire. C'est une disparition par indifférence. Celle d'un pionnier qu'on a laissé mourir à petit feu pendant que ses propriétaires regardaient ailleurs. Aujourd'hui, on raconte toute cette histoire. Pour mesurer ce que Skype a vraiment représenté, il faut comprendre le monde dans lequel il est né. En 2003, Internet commence à entrer dans les foyers, mais il reste encore quelque chose d'un peu magique, un peu intimidant. Et les appels téléphoniques internationaux sont une saignée financière. Les opérateurs pratiquent des tarifs prohibitifs à la minute. Appeler un proche en dehors de l'Europe depuis la France peut coûter plusieurs euros par minute. Pour les familles immigrées, pour les étudiants à l'étranger, pour les expatriés, c'est une contrainte permanente. On dosait les appels. On les raccourcissait. On les planifiait comme des événements importants parce qu'ils coûtaient cher. C'est dans ce contexte que deux entrepreneurs européens décident de casser les règles du jeu. Niklas Zennström est suédois. Janus Friis est danois. Ils auraient pu aller à San Francisco, frapper aux portes des investisseurs de la Silicon Valley. Ils ne le font pas. Ils fondent leur projet à Luxembourg, avec une équipe de développeurs estoniens qui ont déjà une réputation sulfureuse. Ces développeurs sont les créateurs de Kazaa, le logiciel qui permettait à des millions de personnes de télécharger de la musique gratuitement, aux grandes dames des maisons de disques. La technologie derrière Kazaa, c'est le peer-to-peer. Un système où chaque ordinateur connecté au réseau devient à la fois client et serveur. Chaque machine aide les autres à communiquer. Il n'y a pas besoin d'un serveur central coûteux. Le réseau se construit lui-même, de machine en machine. Zennström et Friis comprennent que cette même architecture peut révolutionner la téléphonie. Pas besoin de louer des câbles sous-marins. Pas besoin de s'appuyer sur les infrastructures des opérateurs. La voix voyage de pair en pair, directement d'un ordinateur à l'autre, par Internet. Et le résultat, c'est une qualité audio souvent meilleure que le téléphone classique, pour un coût proche de zéro. Le nom du projet naît d'une contraction de Skype Peer-to-Peer, abrégé en Skype, puis simplifié en Skype parce que certains noms de domaine étaient déjà pris. Si les histoires de marques qui ont tout dominé avant de tout perdre te passionnent, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification, parce qu'on publie une nouvelle histoire chaque semaine sur cette chaîne. Le lancement est un succès immédiat. La plateforme grossit à une vitesse que même ses créateurs n'anticipaient pas. En 2005, soit 2 ans seulement après sa création, Skype compte 53 millions d'utilisateurs. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Parce que Skype répond à un besoin universel que personne n'avait encore vraiment adressé. La communication gratuite entre proches, sans frontières, sans opérateur, sans facture. En 2009, le New York Times publie un chiffre qui fait l'effet d'une bombe dans le secteur. Skype représente 8% de toutes les minutes d'appel international dans le monde. Pas d'un segment particulier. Pas d'une région géographique. Du monde entier. 405 millions d'utilisateurs enregistrés. Skype n'est plus un simple logiciel. C'est un verbe entré dans le langage courant. On ne téléphonait pas, on skypait. Et cette sonnerie, ce petit bruit de départ d'appel, est devenu l'un des sons les plus reconnaissables d'une génération entière. Un succès de cette ampleur attire forcément les convoitises. En 2005, eBay sort un chèque de 2,6 milliards de dollars. Le raisonnement d'eBay semble cohérent au premier regard. eBay est la plus grande place de marché en ligne du monde. Des millions d'acheteurs et de vendeurs s'y retrouvent chaque jour. Et si on leur donnait la possibilité de se parler en direct, pendant les enchères, pour négocier, pour poser des questions?
Sur le papier, c'est une idée séduisante. Dans la réalité, c'est un désastre complet. Personne ne voulait téléphoner à son vendeur eBay. Les utilisateurs des deux plateformes n'avaient pas les mêmes habitudes, pas les mêmes attentes, pas les mêmes besoins. Les synergies imaginées dans les salles de réunion n'ont jamais existé dans la vraie vie. eBay a essayé pendant 4 ans de faire fonctionner cette association. 4 ans pendant lesquels Skype continuait de grandir, mais sans direction claire, sans vision propre. Au moment de la revente, eBay a perdu 1,4 milliard de dollars dans l'opération. Skype est cédé à un groupe d'investisseurs. Premier achat raté. Première occasion manquée de lui donner une vraie direction. Et pourtant, personne ne semble tirer la leçon. Parce qu'en 2011, Microsoft arrive avec le plus gros chèque de toute son histoire. 8,5 milliards de dollars. À ce moment-là, 170 millions de personnes passent des appels Skype chaque mois. Google était en lice pour le rachat. Cisco aussi. Facebook aussi. Microsoft a emporté la mise. Mais voilà une information que peu de médias ont mise en avant à l'époque. Au moment du rachat, Skype affiche une perte nette de 7 millions de dollars sur 860 millions de chiffre d'affaires. Microsoft paye le prix le plus élevé de son histoire pour une entreprise qui perd de l'argent. Et ce n'est pas tout. Microsoft possède déjà Windows Live Messenger avec plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Il possède aussi Lync, une solution de communication destinée aux entreprises. Les deux chevauchent directement les activités de Skype. Les analystes de l'époque s'interrogent ouvertement sur la logique de l'opération. Mais Steve Ballmer, le PDG de Microsoft, est convaincu. Il voit en Skype la pièce centrale d'un écosystème numérique qu'il veut construire. Les premières années donnent l'impression que le plan fonctionne. Skype est intégré dans Windows, dans la Xbox, dans la suite Office. Il absorbe Windows Live Messenger en 2013. Il remplace Lync en 2015 sous le nom Skype for Business. Les chiffres continuent de progresser. 300 millions d'utilisateurs actifs en 2016. C'est le sommet. Le point le plus haut de toute l'histoire de Skype. Et c'est aussi, sans que personne ne le sache encore, le début de la fin. Parce que cette même année 2016, quelque chose se passe dans les couloirs de Microsoft. Les ingénieurs travaillent sur un nouveau produit. Un produit conçu pour le monde du travail collaboratif. Un produit qui va s'appeler Team. Il est lancé officiellement en 2017. Et dès ce moment, le sort de Skype est scellé, même si personne ne le dit officiellement. Les ressources de développement sont progressivement réorientées vers Team. Les mises à jour de Skype deviennent plus rares. Les bugs s'accumulent sans être corrigés rapidement. L'interface, jadis simple et efficace, devient confuse et peu intuitive. Les jeunes ne créent plus de compte Skype. Les gamers partent sur Discord, lancé en 2015. WhatsApp, FaceTime et Facebook Messenger capturent les conversations personnelles. Et Skype se retrouve dans le pire endroit qui soit pour une marque. Trop grand pour être ignoré, trop dépassé pour être choisi. Piégé entre deux eaux. Sans public clairement défini. Sans raison d'être évidente. Et puis arrive mars 2020. La pandémie s'abat sur le monde. Les confinements se multiplient. Le travail à distance devient la norme du jour au lendemain. Les appels vidéo explosent dans tous les sens du terme. C'est le moment parfait pour Skype. Sa deuxième chance. Celle que certaines marques attendent toute leur vie. Et là, une application fondée en 2011, pratiquement inconnue du grand public un an plus tôt, prend toute la place. Zoom passe à 300 millions d'utilisateurs quotidiens en avril 2020. 300 millions, chaque jour. Skype, lui, plafonne à 40 millions d'appels quotidiens. C'est une hausse de 70% par rapport au mois précédent. Mais face à Zoom, c'est une défaite humiliante. Microsoft, pendant ce temps, ne pousse pas Skype. Il pousse Team. Team passe de 44 millions d'utilisateurs quotidiens en mars 2020 à 70 millions quelques mois plus tard. Skype regardait la plus grande opportunité de son existence depuis une fenêtre. Sans pouvoir y participer. La suite est un effondrement en chiffres. En 2022, les revenus de Skype tombent à 184 millions de dollars.
C'est une chute de 74% par rapport aux 722 millions enregistrés en 2013. Les bénéfices, eux, ont fondu de 93% depuis le rachat. La part de marché mondiale passe de 32% en 2019 à 7% fin 2022. Tim atteint de son côté 280 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et Satya Nadella, le PDG de Microsoft, cite Tim dans chaque présentation aux investisseurs. Skype n'est plus mentionné. Dans aucun bilan. Dans aucun discours. Dans aucune conférence. C'est ça, la vraie mort d'une marque. Pas un crash spectaculaire. Pas un scandale. Un silence qui s'installe et dont personne ne remarque l'épaisseur. Le 28 février 2025, Microsoft rend l'annonce officielle. Le 5 mai 2025, les serveurs sont éteints. Les utilisateurs restants sont invités à migrer vers Teams. 22 ans d'existence. 3 propriétaires successifs. Et une mort sans cérémonie. Qu'est-ce qui a vraiment tué Skype? La réponse est plus complexe qu'une simple histoire de concurrence. Il y a d'abord la technologie peer-to-peer qui était sa force en 2003. Cette même architecture est devenue son talon d'Achille face aux infrastructures cloud modernes. Trop gourmande en ressources, trop instable sur mobile, trop rigide pour évoluer rapidement. Il y a ensuite l'erreur stratégique d'eBay qui a perdu 4 ans à chercher des synergies inexistantes. Et il y a surtout Microsoft qui a commis quelque chose d'extraordinairement rare dans l'histoire du business. Payer 8,5 milliards pour une marque, puis construire en interne un produit qui allait la cannibaliser. Microsoft a commis une erreur que les manuels de management appellent la cannibalisation interne. C'est un phénomène bien documenté dans le monde des grandes entreprises technologiques. Quand une société développe un nouveau produit qui concurrence directement l'un de ses produits existants, sans plan de transition clair, sans communication transparente, elle crée une zone de confusion qui détruit la valeur des deux. Skype aurait pu être progressivement transformé en Teams. Les bases d'utilisateurs auraient pu être migrées intelligemment. La marque Skype aurait pu survivre sous une nouvelle forme. Mais Microsoft a préféré laisser Skype mourir à petit feu, sans jamais assumer publiquement ce choix stratégique. Et c'est précisément ce manque de courage qui a transformé une simple transition en fiasco de communication. C'est comme racheter le restaurant le plus célèbre de Paris, puis ouvrir la semaine suivante un restaurant concurrent juste à côté avec les mêmes recettes et une carte plus moderne. Le premier ferme. Tu l'avais prévu. Mais tu l'assumes si peu que tu ne fais même pas de communiqué de presse. Skype était l'un des rares grands succès technologiques made in Europe. Né au Luxembourg. Développé en Estonie. Pensé par des Scandinaves. Pas une créature de la Silicon Valley. Et sa disparition marque quelque chose de plus grand qu'une simple fermeture d'application. C'est la fin d'un symbole. La preuve que même les pionniers meurent quand la stratégie écrase l'innovation. Cette sonnerie ne retentira plus jamais sur de nouvelles conversations. Mais elle nous laisse une leçon qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Ce qui fait vivre une marque dans la durée, ce n'est pas son chiffre d'affaires. Ce n'est pas le montant de son rachat. C'est la cohérence entre sa technologie et sa vision. Et quand l'une trahit l'autre, c'est toujours la marque qui paye. Si cette histoire t'a appris quelque chose, laisse-le en commentaire en dessous. Et si tu veux voir d'autres récits comme celui-ci, d'autres ascensions et d'autres chutes spectaculaires, tu sais ce qu'il te reste à faire.